Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Comment reconnaître et éviter l'arnaque à la consommation donnée par le SPF Économie. Je suis Laurence Silson, inspectrice auprès du SPF Économie. Je vais faire cette présentation et je suis assistée aujourd'hui par mon collègue Yann Courtemans et ma collègue Julie Durieux. Si vous avez des questions pendant le webinaire par rapport au webinaire même, je vous invite à les adresser via le volet questions et réponses qui se trouve à droite de votre écran à mon collègue justement Yann Courtemans. Donc vous pouvez adresser spécifiquement les questions à Yann. Et si par contre vous rencontrez un problème technique pendant le webinaire, je vous invite à adresser votre question à Julie Durieux. Je répondrai aux questions les plus compliquées également à la fin du webinaire. Donc, comment reconnaître et éviter les arnaques à la consommation? Petit déroulement de ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais commencer par une courte introduction, un petit quiz pour réveiller tout le monde. Et ensuite, on va voir toute une série de phénomènes de fraude spécifiques qui rentrent sous le cadre des arnaques à la consommation, les escrocs au bout du fil, la vente pyramidale, crypto-monnaie, les services de dépannage d'urgence, la fraude via des sites de petites annonces, la publicité trompeuse, la contrefaçon, la fraude immobilière, les arnaques aux animaux de compagnie et la fraude à l'identité. Ensuite, je vous donnerai quelques réflexes à avoir si vous êtes victime d'un de ces phénomènes de fraude. On finira par un quiz de clôture et une toute petite conclusion. Alors, qu'est-ce que l'arnaque à la consommation? Sous ce terme, on englobe en fait toutes les pratiques possibles qui utilisent l'ignorance ou la faiblesse du consommateur pour obtenir un avantage, généralement financier, de façon trop trompeuse ou frauduleuse. C'est un cadre très général. On a sélectionné une série de phénomènes pour la session d'aujourd'hui, mais ce qu'on va vous présenter n'est pas exhaustif. Les escrocs sont très inventifs. Notre quiz d'introduction. Donc, la question, normalement, sur votre droite, vous avez un volet Paul qui est apparu. Vous avez 1 minute pour répondre à notre question. Quel est, à votre avis, le pourcentage des victimes d'escroquerie qui pensent à faire un signalement auprès du point de contact du SPF Économie? Environ 5%, 10%, 20%, 50% ou 70% des gens qui pensent à nous signaler qu'ils ont été victimes d'un phénomène d'escroquerie. Sur votre droite, vous pouvez sélectionner et envoyer votre réponse. On a prévu toute 1 minute pour que vous puissiez répondre. Comme ça, les gens ont le temps d'arriver et de vous familiariser un peu avec Webex. Là, le temps est presque écoulé. Décidez-vous vite. Ah, voilà. Donc, la minute s'est écoulée. On va avoir les résultats dans quelques secondes. Mais je vous donne déjà la bonne réponse. On estime qu'il n'y a que 5% des personnes victimes d'escroquerie qui pensent à faire un signalement auprès de notre point de contact. Sachant que chaque année, on a déjà plusieurs milliers de signalements, ça prouve que le phénomène est extrêmement actif. On va attendre, voilà. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont bien au courant. La majorité d'entre vous avait bien deviné qu'il n'y a que 5% des gens qui font le signalement. D'autres ont été un peu plus positifs et ont donné 10%. Alors, procédons à notre webinaire. Entrons dans le vif du sujet. Quelques phénomènes de fraude spécifiques. On va commencer par un sujet qui est lui-même assez général, les escrocs au bout du fil. C'était le nom d'une campagne développée par le SPF Économie il y a quelques années. Et comme vous voyez, il y a d'autres types de phénomènes de fraude qui entrent sous ce cadre général. Le premier dont on pense parler, ce sont les télévendeurs frauduleux, c'est-à-dire les gens qui vous appellent avec une offre intéressante pour un produit ou un service. Et ils tentent de vous convaincre de commander ce produit ou de souscrire à ce service. À la fin de la conversation, ils vous promettent de vous envoyer un mail avec un récapitulatif de l'offre. Soit vous ne recevez pas cet email, soit vous le recevez parfois dans vos spams. Et même là, il y a encore plusieurs variations. Soit vous payez effectivement pour obtenir le produit, vous ne le recevez jamais. Soit encore une autre variation, c'est que vous ne donnez pas suite à cet email et quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard même, vous recevez une facture avec en plus un arriéré important
alors que vous n'avez jamais confirmé cette commande, ou plus grave encore, vous recevez directement un appel d'un bureau de recouvrement qui vous, qui vous indique que vous avez cette facture par rapport à l'entreprise et qui vous demande donc de l'acquitter au plus vite, ainsi que les arriérés énormes qui se sont écoulés depuis ces quelques semaines. Le deuxième phénomène qui rentre sous ce cadre et qui est lié aux télévendeurs frauduleux assez souvent, les bureaux de recouvrement frauduleux. Donc, ce sont des personnes qui souvent vous appelez ou parfois vous envoyez directement un mail pour vous indiquer que vous avez une dette auprès d'une entreprise et qui sont chargés de recouvrer à l'amiable, c'est-à-dire en dehors de la justice, et que vous avez un certain délai pour payer votre dette et les arriérés sur tel compte, à défaut de quoi ils menacent de saisir tous vos biens ainsi que votre salaire. Il faut savoir déjà que l'activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur est soumise à une loi. C'est une activité réglementée, soumise à la loi du 20 décembre 2002. Et évidemment, lors de cet appel ou dans le mail, vous n'avez pas beaucoup plus d'informations autres que telle dette, tel compte, et à défaut de quoi, si vous ne payez pas, vous serez saisi de tous vos biens. Le phénomène suivant qui rentre sous ce cadre, c'est la fraude au numéro surtaxé. Donc ça, ce sont en fait, vous allez voir un concours ou une offre pour un produit où vous donnez votre numéro et où vous pouvez envoyer un SMS. Et à votre insu, en fait, lorsque vous envoyez ce SMS, vous allez recevoir d'autres SMS qui sont tous évidemment extrêmement payants, ou alors vous avez carrément pris un abonnement. Par exemple, les offres envoyer un SMS et vous recevez un logo ou une sonnerie spécifique pour votre GSM. Bah, en fait, c'est un abonnement payant et vous continuerez à recevoir des sonneries et vous continuerez à être surtaxé pour tous ces SMS et toutes ces sonneries que vous recevez alors que vous n'avez jamais souhaité les obtenir. Ou numéro surtaxé, on vous demande d'appeler un numéro et on ne vous indique pas que c'est un numéro surtaxé. La fraude Wangiri, donc ça c'est une fraude particulière. Les escrocs en fait disposent d'un système informatique qui va passer un appel très rapide à un très grand nombre de personnes où il n'est sonné qu'une seule fois, de sorte que le consommateur voit qu'il a reçu un appel en absence et l'espoir des escrocs c'est que vous rappeliez ce numéro. Ce numéro est en réalité un numéro étranger surtaxé et donc vous allez vous retrouver piégé dans une conversation et vous allez perdre beaucoup d'argent par ce phénomène. La fraude suivante qui entre encore sous le cadre des escrocs au bout du fil, c'est un phénomène relativement récent, avec plusieurs variantes, mais le modus operandi général qu'on a pu dégager se déroule en 2 étapes. Premièrement, vous avez en fait été victime d'un message de phishing. Les escrocs ont obtenu vos coordonnées bancaires, votre numéro de compte bancaire et parfois également votre code bancaire via un phénomène de phishing dont vous n'êtes pas encore conscient ou dont vous êtes déjà conscient parce que vous constatez que sur votre compte, il y a des mouvements étranges que vous ne vous expliquez pas. Ensuite, deuxième étape, l'étape du compte à sécurité renforcée. Une personne vous appelle, vous indique, voilà, je suis l'employé de votre compte, de votre banque, et je constate sur votre compte qu'il y a des mouvements étranges. Pour vous permettre de sauver quelque part ce qui reste sur votre compte, je vous invite à faire un virement de tout ce qui vous reste sur un compte à sécurité renforcé de la banque. Malheureusement, évidemment, vous faites ce virement, ce n'est pas du tout un compte de la banque, vous n'avez pas affaire à un employé de la banque et vous perdez tout l'argent que vous avez versé. Le phénomène suivant, qui entre toujours sous ce cadre-ci, c'est l'arnaque Windows. Donc là, en fait, dans ce phénomène-ci, vous recevez un appel d'une personne qui se présente comme étant un employé de Windows ou de Microsoft et qui vous signale que vous avez des virus qui ont infecté votre ordinateur ou un malware a été installé. Il vous propose même parfois d'introduire un code spécifique afin que vous découvriez ces virus qui infectent votre ordinateur qui est en super danger. Et donc, ils vous demandent, en fait, pour vous aider à ce titre, de leur donner le contrôle de votre ordinateur et ensuite de faire un virement parce que Windows ou Microsoft, prétendument, va vous aider à sécuriser votre PC et à le nettoyer, moyennant un service pour un coût minimum. Ce sera 7 ou 10 € à verser sur tel compte.
Sauf qu'au moment où vous faites ce virement, parfois il y a un écran noir qui s'affiche, vous ne voyez pas ce qui se passe, et puis la conversation se termine, et quand quand vous consultez à nouveau vos comptes, vous constatez qu'ils ont été vidés, ou que la somme que vous avez versée est beaucoup plus importante que ce qui vous avait été indiqué. Vous avez été victime malheureusement d'une arnaque Windows. Étape suivante, comment pouvez-vous éviter de devenir victime de ces différents phénomènes? Tout d'abord, le phénomène des télévendeurs frauduleux. Le premier élément à savoir, c'est qu'un télévendeur, ça reste une entreprise commerciale qui tente de vous vendre quelque chose à distance. Il doit donc s'identifier clairement, identifier son entreprise, identifier qui il est, quelles sont les caractéristiques précises de son offre, les conditions et le fait que vous avez un droit de rétractation. Si vous ne recevez pas toutes ces informations de manière claire et précise ou si vous ne comprenez pas l'offre, ne l'acceptez pas et raccrochez tout simplement. Si jamais vous receviez un appel d'une personne qui se présente comme étant un bureau de recouvrement et qui exige que vous payiez la dette que vous avez prétendument à l'égard d'une entreprise, cette personne doit également s'identifier clairement. Comme j'ai dit, c'est une activité réglementée. Les entreprises qui souhaitent exercer cette activité doivent s'enregistrer auprès du SPF Économie. Si jamais même cette personne indique, voilà, je suis de tel bureau, n'hésitez pas à aller vérifier que ce bureau est bien enregistré auprès de notre SPF. À côté de la liste des bureaux qui sont valablement enregistrés, nous avons également une liste grise de télévendeurs et de bureaux de recouvrement pour lesquels nous avons reçu des signalements et pour lesquels nous savons qu'ils sont a priori frauduleux. N'hésitez pas à aller consulter cette liste afin de vérifier à qui vous avez affaire. Accessoire. À côté de ça, de manière préventive, ce que vous pouvez également faire, c'est vous inscrire sur la liste Ne m'appelez plus. C'est une liste par laquelle vous indiquez que vous ne souhaitez pas recevoir d'appels téléphoniques à but commercial. Toute entreprise belge qui souhaite faire des appels à but commercial aux personnes belges doivent consulter ces listes et ils ne peuvent pas vous appeler si vous êtes inscrit. Ils sont susceptibles d'être sanctionnés par une amende s'ils le font. Voilà. Il y aura un lien pour vous permettre de vous inscrire à cette liste. Si jamais vous êtes victime d'une fraude aux numéros surtaxés, un abonnement au SMS surtaxé, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer stop en lettres capitales au numéro qui vous envoie ces abonnements. Et si eux ne réagissent pas, n'hésitez pas à prendre contact avec votre opérateur mobile afin de voir les possibilités pour bloquer et arrêter cet abonnement. Si jamais vous recevez donc un appel d'un prétendu employé de votre banque par rapport au mouvement suspect sur votre compte, pour faire un virement sur un compte à sécurité renforcée, sachez, on ne le répétera jamais assez, que votre banque ne vous demandera jamais de lui communiquer votre mot de passe ou votre code PIN par téléphone. De même, une banque ne vous appellera jamais pour que vous fassiez un virement, même envers elle-même, de manière d'initiative. Si jamais vous recevez un appel semblable et que vous êtes inquiet parce qu'effectivement vous pensez que précédemment vous aviez été victime d'un phénomène de phishing, raccrochez avec la personne qui vous a appelé et contactez vous-même d'initiative votre banque avec les numéros officiels qui sont affichés sur leur site internet et vérifiez avec eux ce que vous pouvez faire et s'il y a effectivement un problème avec votre compte. Enfin, sachez aussi que Microsoft ne vous appellera jamais spontanément pour régler vos problèmes informatiques. Microsoft est une multinationale gigantesque. Elle n'a pas les moyens humains et techniques pour faire une surveillance proactive des ordinateurs des différents clients. Si jamais vous recevez un appel semblable, une seule réaction, raccrochez immédiatement. Et si vous avez des inquiétudes par rapport à l'état malware, virus sur votre ordinateur, contactez simplement votre informaticien. Le phénomène suivant qu'on va vous présenter, ce sont les ventes que je vais vous présenter, pardon, les ventes pyramidales. Donc une vente pyramidale, c'est un système apparemment de vente de produits dans lequel en réalité les profits proviennent plutôt de l'entrée de nouveaux membres dans le système que de la vente ou de la consommation des produits. Donc pour faire partie de ce système, pour pouvoir vendre les produits qui sont promus par l'entreprise, vous devez verser des frais de participation
où vous devez payer pour obtenir un starter kit avec certains produits, des flyers et éventuellement suivre une formation. Et ensuite, on vous indique, bah, très bien, donc vous pouvez vendre ces produits, vous avez votre starter kit, mais en plus, sachez que vous pouvez gagner une commission si vous parrainez quelqu'un. Et si ceux que vous avez parrainés parrainent eux-mêmes d'autres gens, vous recevez également une commission sur ce parrainage. Donc, on vous invite à créer votre propre réseau de filleuls. Ces systèmes sont promus avec des messages tels que devenez votre propre chef, n'ayez plus de chef, vous en avez marre de votre chef, claquez la porte. Également, en temps de corona, on sait que beaucoup de gens rencontrent des difficultés économiques. Ils n'hésitent pas à jouer là-dessus et à vous proposer de participer à leur système afin de gagner un petit revenu complémentaire sur le côté. L'État n'a pas besoin de savoir que vous gagnez ça en plus. Méfiez-vous. En ce qui concerne les produits qui sont visés par ce type de système, on a autant la vente de produits de beauté que de la vente d'investissements ou récemment des investissements dans des crypto-monnaies sont également proposés. Ce qu'il faut également savoir, qui est assez important, c'est que le fait de créer, d'exploiter ou de participer à un système de vente pyramidale sont sanctionnés avec la sanction la plus forte prévue au Code de droit économique, c'est-à-dire une amende pénale de 4 000 à 800 000 euros et ou une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans. C'est le juge qui décidera de la peine, mais un simple participant peut donc obtenir une sanction pénale. Ce sera probablement moins grave que celui qui l'a créé, mais ça reste essentiel à savoir. Le législateur a prévu ces sanctions parce que typiquement, ce type de système est vraiment à la limite entre la pratique commerciale déloyale et une véritable escroquerie. Ce que vous pouvez faire pour éviter de tomber dans le piège, si jamais on vous propose de participer à un système de vente multi-level, c'est comme ça qu'ils vont vous le proposer. Vérifiez d'abord l'identité de la personne qui vous fait la proposition. Vérifiez l'entreprise dont il s'agit. Est-ce qu'elle est inscrite à la BCE? Est-ce qu'elle a une réputation sur Internet? Si vous ne comprenez pas tout à fait l'offre qui vous est faite, comment vous êtes censé gagner de l'argent, comment est-ce que la société est censée gagner cet argent, n'acceptez pas l'offre. Ne tombez pas dans le piège facile de vous allez gagner de l'argent rapidement et avec quelques heures de travail par jour. On sait qu'il y a de fortes difficultés économiques, mais l'argent facile, c'est plus un rêve qu'une réalité. Un élément important aussi que vous pouvez utiliser pour détecter à qui vous avez affaire, c'est poser la question. Ben voilà, vous me dites, je peux gagner une rémunération complémentaire. Quel sera mon statut? Est-ce que je dois m'inscrire à la BCE en tant qu'indépendant complémentaire? Est-ce que je dois payer des taxes complémentaires là-dessus? Si jamais c'est un système légitime, vous n'êtes pas le premier à y participer, il devra avoir un minimum d'informations à ce propos et pouvoir vous guider avec les démarches que vous devez faire là-dessus. Le phénomène suivant, on embraye sur ce qui a été mentionné, ce sont les arnaques aux crypto-monnaies. Comment reconnaître une arnaque aux crypto-monnaies? Ça va être souvent l'investissement est utilisé et promu en utilisant le nom d'une personnalité connue. Je pense qu'il y a quelques années, le nom de notre ancien Premier ministre Yves Le Terme avait été utilisé. Il tente de titiller votre curiosité. Il a fait fortune. Découvrez son secret. Faites partie d'une élite de ceux qui savent comment gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies. Donc, il y a de grandes promesses, un rendement sûr et certain qui sera totalement stable, minimum par exemple de 10% ou de 20%, indépendant en fait des fluctuations actuelles du marché. Donc on vous attire avec ces promesses, on vous invite à cliquer sur un lien, à montrer votre intérêt. Une fois que vous avez donné vos coordonnées pour indiquer que vous êtes intéressé par cet investissement, vous allez recevoir un appel ou plusieurs appels. On vous dit, ah très bien, vous êtes intéressé, voilà la plateforme, allez créer votre compte, investissez immédiatement, vous allez gagner rapidement de l'argent. Si vous ne vous décidez pas immédiatement, ils vont probablement vous rappeler encore plusieurs fois. Ils peuvent être très insistants et tenter de jouer sur l'urgence de la situation. Mais c'est maintenant qu'il faut investir. Si jamais vous attendez trop, on n'aura plus de place. On a une offre limitée. Ce qu'on va vous demander, c'est de virer de l'argent soit directement à un compte bancaire précis et eux se chargeront de convertir ce virement sur la plateforme de crypto-monnaie qui vous est vantée, ou alors on vous demandera d'utiliser une plateforme de crypto-monnaie qui est connue et reconnue, sur cette plateforme de virer à un compte spécifique, et eux ensuite se chargeront prétendument de convertir ce versement
sur la plateforme qui vous est vantée. Une fois que vous avez fait les virements, vous obtenez un login, un mot de passe et vous pouvez accéder à cette plateforme qui peut avoir un air très professionnel. Vous recevez des graphiques, des rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels, avec comment votre rendement comment votre investissement est développé et le rendement que vous en recevez. Après quelques semaines de rendement certains, on vous rappelle, ben voilà, vous voyez, ça fonctionne bien, on vous invite à investir encore plus. Seulement voilà, ça fait, je ne sais pas, quelques semaines ou quelques mois que vous avez investi et vous souhaitez obtenir, vous souhaitez retirer en fait ce rendement. Vous avez des dépenses qui approchent, vous avez Noël, vous avez un anniversaire qui approche, vous souhaitez convertir cet investissement en argent à nouveau. Et là, on vous dit que c'est impossible parce qu'il y a telle difficulté ou alors ce qu'ils peuvent vous également prétendre, c'est il y a des frais supplémentaires. Si vous voulez retirer de l'argent, pas de souci, on va le faire, mais d'abord, il faut que vous investissiez 500 € de plus parce que vous comprenez, on a des frais et des taxes à payer. Ça peut montrer très rapidement. On a vu que ce type de fraude, c'est en général des montants très importants qui peuvent être investis et les gens qui sont piégés sont vraiment perdus par la suite. À nouveau, ils profitent des temps de fragilité économique actuelle pour tenter de piéger les gens. Un élément comment est-ce que vous pouvez éviter de tomber dans ce type de piège? Premier lien, premier conseil et quelque part évident, ne cliquez pas sur un lien sans réfléchir. Vous recevez un lien par messagerie, par mail, sur un réseau social, posez-vous la question, d'où vient ce lien? Pourquoi est-ce que je reçois ce lien? Vous voyez une publicité avec une personnalité reconnue qui est utilisée, est-ce que ça vous paraît réellement crédible comme personnalité? Est-ce que vraiment cette personnalité ferait la publicité pour ce type d'investissement? Même si vous cliquez sur le lien, réfléchissez avant de communiquer vos données personnelles, votre numéro de téléphone pour qu'on vous contacte. A priori, vous avez cliqué sur le lien, donc vous arrivez sur quelque part où le nom de la plateforme ou le nom de la crypto-monnaie est au minimum indiqué. N'hésitez pas à faire une pause et à aller rechercher cette plateforme. Faites une recherche sur Internet, est-ce qu'il y a des avis à ce propos? Si jamais vous êtes sérieux à propos de la possibilité d'investir, que ce soit dans les crypto-monnaies ou dans d'autres actifs, faites des recherches sérieuses. C'est le type de décision qui ne se prend pas à la légère. À ce niveau, la FSMA a développé et fait Belfin ont participé au développement d'un site internet, Wikifin, avec beaucoup de renseignements qui pourront vous guider. C'est un premier élément à consulter si vous êtes sérieux à propos de l'investissement, que ce soit dans les crypto-monnaies ou dans d'autres actifs. Et également, étape essentielle, on pense, c'est de consulter la liste noire des sites fraudulés qui se trouve sur le site de la FSMA. Elle publie une liste de sites pour lesquels la FSMA a déjà reçu des signalements et qu'elle a contrôlés et pour lesquels elle a constaté qu'il y a un problème, que c'est une arnaque. Étape essentielle avant d'investir dans une plateforme. Le phénomène suivant, les services de dépannage d'urgence. Le phénomène le plus connu dans ce cadre, bien que ce ne soit pas le seul métier à utiliser ce genre d'arnaque, les serruriers. Vous vous retrouvez bloqué en dehors de chez vous, vous avez oublié votre clé à l'intérieur et il faut absolument que vous puissiez rentrer. Donc vous faites une recherche rapide sur Internet, vous trouvez le premier résultat, vous les appelez et c'est magnifique. On a beau être dimanche, ils vont arriver dans l'heure, 50 €, ils vous remplacent votre serrure et vous pourrez rentrer chez vous. Ou alors ils ne vous communiquent même pas de prix et ils sont relativement équivoques. Ce sera pas cher, madame, vous allez voir, je vais vous faire des réductions. On est dimanche, je comprends que vous soyez stressé. Surtout ne vous inquiétez pas, madame, monsieur, on s'occupe de tout. Également, ce qu'on peut parfois constater, c'est que leur inscription à la banque Carrefour des entreprises n'est pas toujours correcte. Comment éviter de tomber dans ce type de piège? Demandez toujours une offre écrite, un devis. Si vous disposez effectivement d'Internet suffisamment pour avoir fait la recherche et pour avoir trouvé cette entreprise, a priori, vous pouvez également consulter vos mails. Demandez à ce qu'ils vous envoient un mail, peut-être une confirmation par SMS du prix qu'ils vont vous faire pour le remplacement de la serrure et vous permettre de rentrer chez vous. Ne vous faites pas avoir par des prix ridiculement bas. Si jamais un prix est vraiment très bas, je dis 20 € pour un déplacement d'urgence un dimanche après-midi ou en pleine nuit, il faut être un peu raisonnable. Il est peu probable que ce soit une offre réelle. Vérifiez également, je l'ai dit, elles sont souvent
pas correctement inscrite à la Banque Carrefour des entreprises, la BCE en plus court, vérifiez si c'est le cas, si la firme est correctement inscrite. C'est assez facile à vérifier. Vérifiez également, vous avez votre moteur de recherche qui vous a fait des premiers résultats. Parfois, il paye pour être en premier dans ses résultats. Faites des recherches complémentaires. Ne prenez peut-être pas la première firme qui a été suggérée. Ou même si vous voulez prendre cette première firme, faites une recherche à côté pour vérifier les avis qui auraient pu être publiés sur cette firme. N'hésitez pas également à consulter la Fédération nationale des serruriers ou le site bonserrurier.be. Un serrurier qui fait partie de la Fédération nationale des serruriers a accepté de se soumettre à un code de conduite. Ça ne veut pas dire que les serruriers qui n'en font pas partie ne sont pas corrects, mais c'est un premier gage de sérieux de leur part. Et alors, une astuce également utile à connaître, c'est que certains contrats d'assurance habitation proposent d'intervenir en tout ou en partie dans le remplacement d'une serrure si vous vous retrouvez bloqué à l'extérieur de chez vous. Il peut toujours être utile de vérifier ça dans votre contrat et éventuellement demander leur intervention ou d'appeler votre assureur ce jour-là ou le lendemain si on est dimanche. Le phénomène suivant dont on va vous parler, les fraudes via les sites de petites annonces. Donc, ça peut être soit un site de petite annonce ou un site de seconde main ou un market sur un réseau social. Sur ce type de site, la vente peut être faite par des particuliers ou par des entreprises. Et il y a plusieurs variations de fraude qui peuvent se dérouler sur ce type de site. Première variation, la plus évidente a priori, en tant qu'acheteur, vous commandez quelque chose via ce site et vous ne recevez rien après paiement. Une deuxième variation, qui est peut-être dont les gens sont peut-être un peu moins conscients, c'est que vous êtes vous-même vendeur sur le site et un acheteur vous contacte. Ben voilà, il est très intéressé par le produit que vous offrez, il va payer le prix proposé sans aucun souci, mais vous comprenez, lui-même doit vérifier que vous n'êtes pas un arnaqueur. Il souhaiterait vérifier la légitimité du compte sur lequel vous souhaitez qu'il fasse son virement. Pour cela, il vous envoie un lien et via ce lien, vous êtes censé verser 1 cent qui va permettre de vérifier que votre compte est en ordre et que c'est bien votre compte. Malheureusement, ce lien est en fait un faux site internet et lorsque vous introduisez vos coordonnées bancaires, vous êtes victime de phishing. Il dispose désormais de votre numéro de compte et de votre code et vous allez rapidement constater qu'il y a des mouvements inconnus sur vos comptes. Une deuxième variation de ce type d'arnaque, deuxième en tant que vendeur, troisième en tout. Vous êtes vendeur, un acheteur potentiel vous contacte, mais il ne souhaite pas vous payer par cash et il ne souhaite pas vous faire un virement bancaire. Pour une raison X ou Y, il souhaite utiliser un service de paiement tiers. Pour cela, à nouveau, il vous envoie un lien pour vous créer votre compte en introduisant vos coordonnées bancaires et une fois que vous l'avez fait, plus aucun contact avec l'acheteur et vous constatez rapidement qu'il y a des débits inconnus sur votre compte. À nouveau, vous avez malheureusement été victime de phishing. Via ce type de site, il y a également un autre type d'arnaque qui peut être facilement rencontré, c'est la contrefaçon. Je vais en parler de manière plus spécifique un peu plus tard durant le webinaire. Comment éviter de tomber dans ce type de piège? La première chose à faire, si jamais vous êtes acheteur, c'est vérifier le vendeur auquel vous avez affaire. S'agit-il d'un particulier ou d'une entreprise? Si jamais il s'agit d'une entreprise, bien que ce ne soit pas son propre site web, il n'en reste que c'est une entreprise commerciale qui vous vend un produit à distance. Il est entièrement soumis au code de droit économique. Il doit donc vous indiquer ses coordonnées, vous indiquer son numéro d'entreprise et toutes les conditions de l'offre ainsi que votre droit de rétractation. Si jamais il ne vous communique pas toutes ces informations, soyez déjà méfiant, il y a un problème. Si jamais il vous communique son code, son numéro BCE, n'hésitez pas à aller vérifier sur le site de la BCE si les coordonnées qui s'y trouvent sont les mêmes que les coordonnées que la personne sur le site vous a communiquées. Si jamais, oui, que ce soit un acheteur ou un vendeur, un particulier ou une entreprise, n'hésitez pas à vérifier leur réputation, et pas seulement leur réputation sur ce site internet-là. Il peut avoir 4 étoiles simplement parce qu'il a demandé à une centaine d'amis de lui donner 4 étoiles. N'hésitez pas à aller consulter sur un moteur de recherche indépendant si cette entreprise ou si ce nom particulier d'acheteur est connu et s'il y a des signalements d'arnaque liés à ce nom.
Ce que vous pouvez faire également en tant qu'acheteur, c'est vérifier les photos. Souvent, lorsque c'est un prétendu vendeur qui ne compte pas vous envoyer quoi que ce soit, il ne dispose pas du bien et donc il ne dispose pas de photos supplémentaires. Même si vous souhaitez, même si vous souhaitez quand même l'acheter, bien qu'il ne souhaite pas vous envoyer des photos complémentaires, n'hésitez pas à faire une recherche par image. Il est très probable qu'il ait en fait emprunté cette image d'un autre site web. Et ainsi, vous saurez qu'il y a des indices sérieux d'arnaque. Si jamais vous êtes vendeur et que vous vous trouvez face à un acheteur qui souhaite, donc, comme je l'ai dit, vérifier votre compte IBAN, sachez qu'il y a des sites internet qui vérifient les comptes IBAN, IBAN Checker, qui permettent de vérifier la validité d'un compte IBAN. Donc, plutôt que cliquer sur le lien qui vous est proposé, envoyez-les vous-même vers ce type de site internet. IBAN Checker, tout simplement. Vous le trouverez rapidement. Si jamais il souhaite utiliser un service de paiement alternatif plutôt qu'un simple virement ou un paiement en cash, avant de cliquer sur le lien et de suivre les instructions qui s'y trouvent, vérifiez à nouveau de manière indépendante via un moteur de recherche quelle est la validité de ce système de paiement. Est-ce qu'il y a des avis qui ont été publiés à ce propos sur Internet? Et vérifiez bien les conditions à ce sujet. Enfin, un élément essentiel, que ce soit particulier, entreprise, acheteur ou vendeur, vérifiez également depuis combien de temps le profil existe sur le site que vous utilisez. Le phénomène suivant, la publicité trompeuse, c'est le premier phénomène auquel on pense lorsqu'on dit des arnaques à la consommation. Ce sont les publicités trompeuses. De quoi il s'agit? Vous allez trouver sur Internet ou via les médias sociaux ou encore sur les flyers ou parfois encore dans les journaux, puisque la presse écrite n'est pas encore tout à fait morte. Vous allez trouver une offre alléchante. On vous propose une grosse réduction, ou on vous propose un échantillon gratuit, ou encore un concours pour lequel vous allez avoir des gains considérables. Parfois, la publicité utilise à nouveau le nom d'une personne ou d'une entreprise connue. Assez récemment, sur Facebook, je pense, il y a eu la publication d'un concours au nom d'IKEA. C'était effectivement une publicité trompeuse. Ce que les gens tentent d'obtenir via ces publicités, ce sont soit vos données personnelles, soit éventuellement le versement d'un acompte ou de frais de livraison, donc simplement votre argent, ou encore ce qui existe également comme type d'arnaque via la publicité trompeuse, ce sont les pièges à l'abonnement. Donc, on vous propose une grosse réduction ou un échantillon gratuit, et pour cela, vous devez simplement vous inscrire, donc vous donnez votre nom, prénom, compte bancaire pour obtenir l'échantillon. Malheureusement, ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne savez pas, c'est que dans les conditions générales se trouve une ligne qui indique qu'en fait, en acceptant cet échantillon gratuit ou ce premier produit avec la réduction importante, vous acceptez de souscrire à un abonnement payant. Et donc, désormais, vous constatez que mensuellement, il y a des débits qui sont effectués sur votre compte et en outre, vous recevez parfois des produits que vous n'avez jamais souhaité obtenir. Pour ceux qui ont déjà suivi le webinaire précédent, ça a été mentionné. Si jamais l'existence de l'abonnement payant ne se trouvait que dans les conditions générales et que dans l'offre principale ou là où vous avez donné vos coordonnées, ça n'a jamais été mentionné, vous n'êtes pas lié par ces conditions générales. Ne vous laissez pas piéger. Ne vous laissez pas avoir. Ils vont tenter de vous impressionner et vous dire c'était écrit noir sur blanc dans nos conditions, vous êtes lié. Pas du tout. Ne vous laissez vraiment pas impressionner. Comment éviter de tomber dans ce piège-là? Comme je dis, lisez attentivement les conditions contractuelles. C'est là que vous verrez s'il y a effectivement une clause cachée que vous ne souhaitez pas accepter. À nouveau, je le répéterai, je l'ai déjà dit, et c'est quelque chose qui doit rester gravé dans votre mémoire, vérifiez l'inscription à la Banque Carrefour des entreprises de l'entreprise qui vous a contacté. Vérifiez si les coordonnées qui vous ont été communiquées correspondent à celles qui se trouvent à la Banque Carrefour des entreprises. Première étape essentielle avant de contracter avec une entreprise à distance. Vérifiez aussi, élément très utile, c'est la magie de la modernité, vous pouvez faire une recherche Internet sur la réputation de cette entreprise ou de ce vendeur.
Un élément utile, si vous vous trouvez sur un webshop, un site internet de vente, n'hésitez pas à utiliser le webshop check du Centre européen des consommateurs. Il va vous permettre de vérifier que le site auquel vous avez affaire contient bien toutes les informations qu'il est obligé de contenir. S'il ne les contient pas, il y a bien quelques entreprises qui commettent des erreurs, mais ça reste un indice sérieux qu'il y a un problème avec cette entreprise et il vaut mieux ne pas accepter l'offre. Enfin, une dernière vérification un peu plus technique, mais qui peut être intéressante à faire, c'est vérifier depuis combien de temps la boutique en ligne existe. Pour cela, vous allez vérifier en fait le nom de domaine via un des 3 sites qui est indiqué ici sur le slide. DNS Belgium, eurid.eu ou UIS, en fonction de la fin du nom de domaine, donc .be, .eu, .com, .net ou tout autre, c'est le dernier site que vous allez utiliser. Et là, ils vont vous dire si le nom de domaine est libre ou non. Mais en plus, il y a l'information depuis quand le nom de domaine a été enregistré. Ce qui peut être utile à savoir. Si l'entreprise n'existe que depuis 1 mois, il y a de jeunes entrepreneurs, mais ça reste un indice qui vaut mieux être prudent. Voilà, le phénomène suivant, on arrive, je l'ai déjà très brièvement évoqué, à la contrefaçon. La contrefaçon, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Ce sont des produits, en général des produits de luxe ou des produits de marque, qui vous sont proposés à un prix très bas grâce à une réduction ou grâce à une sélection exclusive. Vous faites partie d'une sélection d'élite. Et cette vente donc, du produit a lieu via les médias sociaux ou alors parfois via des sites internet qui ont l'air très professionnels. On dirait un site effectivement de la marque ou d'un vendeur associé. Et malheureusement, lorsque vous passez commande, le produit que vous recevez ne provient pas de la marque promise et généralement, il n'est pas du tout de la même qualité. Si encore vous recevez un produit, ce qui est possible également, c'est que vous ne receviez finalement rien du tout. Je l'ai dit, donc il peut s'agir de produits de luxe ou de marque. On va penser en général tout d'abord à des vêtements ou des accessoires de mode, mais également maintenant les ordinateurs, les accessoires pour ordinateur, les smartphones sont très souvent utilisés et également les compléments alimentaires et les produits pharmaceutiques. Je le souligne, il est essentiel que lorsque vous commandez ce type de produit, vous soyez particulièrement attentif parce que là, si vous tombez sur un produit de contrefaçon, c'est votre santé qui est en danger. On ne sait pas quelle est la composition de ces produits ou leur qualité. À nouveau, les escrocs vont tenter d'utiliser la situation de crise actuelle et on prévient déjà, on n'en a pas nécessairement encore vu, mais on vous prévient déjà, faites attention au risque de faux vaccins qui pourraient être proposés. Ce qu'on a vu également lors de la première vague de corona et qu'on voit encore actuellement parfois, ce sont des faux masques, des masques qui sont prétendus être certifiés UE, donc avoir toutes les normes de sécurité existantes, mais qui en réalité ne le sont pas, ou des faux gels hydroalcooliques. Donc soyez prudents, ils tentent de profiter de la situation. Comment éviter de tomber dans ce type de piège? Je l'ai dit, je le répéterai encore, contrôler l'identité du vendeur. Un produit de grand luxe ou de grande marque souvent va disposer d'une liste de vendeurs agréés. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la marque que vous souhaitez acheter et vérifier si le vendeur avec lequel vous êtes en contact se trouve sur la liste de leurs vendeurs agréés. Certaines marques disposent également d'une liste noire de vendeurs pour lesquels ils vous confirment que ceux-là ne sont pas agréés. Vérifiez la liste noire qui est mise à disposition par la marque. Un élément également, c'est contrôler les illustrations du produit. Quelle est la qualité de la photo? Est-ce que vous pouvez effectivement reconnaître le produit en question? Est-ce que vous pouvez demander des photos complémentaires? Faites une recherche par image. Est-ce que cette photo n'a pas simplement été volée d'un autre site internet? J'ai dit, il y a des sites internet qui sont contrefaits. On dirait le site de la marque ou d'un de ses vendeurs agréés, mais en fait, si vous vérifiez l'URL de ce site, vous constaterez une légère faute d'orthographe. Ça peut être c'est assez subtil, une lettre qui manque ou une lettre qui n'est pas à la bonne place. Mais évidemment, un site officiel d'une marque n'aura pas de faute d'orthographe dans son URL. Méfiez-vous, si vous constatez une telle faute d'orthographe, coupez tout lien, ce n'est pas un site véritable. J'ai comparé également les prix avec d'autres sites web reconnus. Ce qui est trop beau pour être vrai ne l'est probablement pas. Un produit de très grande marque à 10 €, il y a peu de chances pour que ce soit réel.
Et également, un élément dont vous devez vous méfier, ce sont les produits reconditionnés. Ils vont vous tenter de vous convaincre que le prix est fort bas parce que c'est un produit qui a été reconditionné. Méfiez-vous quand même et vérifiez bien tout ce que je vous ai proposé. Un site qui peut être utile à consulter à cet égard, c'est le site nanac.be, qui est consacré effectivement à la contrefaçon et qui a été développé en collaboration avec le SPF Économie. Dernière petite information à propos de la contrefaçon. Ça peut avoir également des conséquences pour vous parce que, outre le fait que vous ne recevez pas du tout le produit pour lequel vous avez payé ou vous avez reçu un produit d'une bien moindre qualité, il est possible qu'au moment de la commande, cet objet de contrefaçon soit saisi par les autorités et qu'il soit détruit. Cela engendre des frais et la marque a la possibilité de vous envoyer la facture pour les frais de destruction du produit de contrefaçon que vous avez commandé. Donc vous serez quelque part doublement puni, malheureusement pour vous. Le phénomène suivant, la fraude immobilière. C'est un élément qu'on a estimé également important de discuter. Donc dans ce phénomène, vous êtes à la recherche d'un logement, que ce soit un logement à louer ou à acheter. Vous trouvez une offre super intéressante, un loft 3 chambres dans le centre de Bruxelles pour 800 €. C'est magnifique. Vous prenez contact avec le bailleur, avec le vendeur ou avec la personne qui se présente comme étant parfois un agent immobilier. Le plus souvent, ce sont des particuliers. Et celui-ci vous dit: «Ah mais pas de souci, super nouvelle, je suis content d'avoir un amateur, mais je vais vous demander un acompte parce que vous comprenez, pour une offre aussi avantageuse, j'ai un très grand nombre d'amateurs, donc je vais vous demander un acompte pour vérifier votre solvabilité, votre sérieux par rapport à l'annonce et ceci pour réserver le logement ou parfois pour réserver la première visite». Donc vous n'avez pas encore visité le bien que déjà vous devez verser un premier acompte. En réalité, ce sont des logements qui ne sont pas du tout à louer ou à vendre et malheureusement, une fois que vous avez versé cet acompte, toute communication est coupée et vous avez perdu l'argent que vous avez versé. Ce que vous pouvez faire pour éviter de tomber dans ce type de piège, c'est tout simplement ne jamais payer avant la première visite. Si dans ce type d'arnaque, il ne dispose d'aucun bien en réalité à vous faire visiter. Donc si jamais vous ne pouvez pas voir le bien alors qu'il vous demande de payer pour quelque chose, c'est qu'il s'agit très probablement d'une arnaque. Idéalement, résistez et ne versez rien avant d'avoir pu signer un contrat de location ou d'avoir pu soumettre une offre d'achat écrite et contresignée par le vendeur. Si jamais il s'agit d'un achat en outre, même si l'offre a été contresignée par un vendeur, apparemment, prenez immédiatement contact avec votre notaire. Il va vous aider dans les démarches et si jamais il y a quelque chose de suspect, il pourra vous aider à la déceler. Si jamais vous avez également affaire à un prétendu agent immobilier, un bon réflexe est que vous trouvez son comportement suspect, qu'il insiste pour être payé alors que l'offre n'a pas encore été acceptée ou que vous n'avez pas encore visité le bien ou que le contrat de bail n'a pas encore été signé. N'hésitez pas à aller vérifier s'il s'agit effectivement d'un agent immobilier. D'une part, sur la banque Carrefour des entreprises, mais également auprès de l'Institut professionnel des agents immobiliers. Les agents immobiliers doivent être agréés et là, vous pourrez trouver facilement via le moteur de recherche si la personne avec qui vous discutez est effectivement un agent immobilier agréé. Enfin, ce qui peut être utile à savoir par rapport à la garantie locative, c'est qu'il y a 4 manières de déposer une garantie locative en théorie. Sur un compte bancaire qui est bloqué au nom du propriétaire, que ce soit le propriétaire du bien ou le locataire, et ce compte ne peut être débloqué qu'avec la signature du locataire et du bailleur. Et en outre, avant de l'ouvrir, la banque va en général vous demander une copie de votre contrat de location. Il est possible également de constituer une sûreté réelle auprès d'un établissement financier, de constituer une garantie personnelle et enfin, si vous vous trouvez dans des difficultés économiques et que vous n'avez pas de quoi fournir cette garantie locative, le CPAS peut avancer celle-ci. Sachez également, j'en ai parlé ici, mais sachez que les règles des baux de résidence principale sont en fait de la compétence des régions. Donc, région bruxelloise, région wallonne et région flamande. N'hésitez pas à aller consulter leur site pour avoir plus de détails également par rapport à cette réglementation. Avant-dernier phénomène dont nous souhaitions pour vous parler, les arnaques aux animaux de compagnie.
C'est un phénomène, qu'on a vu développer ces dernières années notamment, qui a eu une grande vague, au Royaume-Uni notamment et qu'on voit apparaître également de manière assez sérieuse en Belgique. Donc vous voyez ici, on a mis, des images de publications qui avaient été trouvées sur les réseaux sociaux. D'une part, il y a des chiots à donner, d'urgence parce que le colocataire menace de les tuer. Parfois, il est simplement allergique et ils ne peuvent pas les garder. Ou alors parfois, ce sont des chiots de grande race, des bergers allemands, pure race, et qui sont proposés pour un prix presque dérisoire. Ici, 4 € avec un kit chiot royal canin qui vous est offert en même temps. Ici, on a ajouté également une conversation. Donc, la personne avait réagi à une offre à une demande d'adoption d'animaux et vous constatez que la réponse immédiatement, autant de jouer avec ses émotions. Il s'agit de chiots à adopter parce que le conjoint est malheureusement décédé dans un accident, la fille est à l'hôpital, la personne est avec un colocataire qui est allergique, le père de ce colocataire est violent avec les animaux, cette personne n'a pas d'argent, elle vient de trouver un emploi, elle vient de sortir de son chômage et tiens, par hasard, est-ce que vous ne pouvez pas avancer les frais pour le vétérinaire ou pour l'envoi des chiots? Comme vous voyez, c'est assez long, c'est très détaillé, ça joue vraiment sur les émotions. Comment reconnaître ce type d'arnaque? Donc souvent, ce qu'on va voir, ce sont des offres d'adoption, des demandes d'adoption ou alors des ventes via les réseaux sociaux. Il faut savoir que la vente d'animaux via les réseaux sociaux est interdite pour les éleveurs. Donc déjà là, ça doit faire tilt, il y a un problème, on propose de vendre un animal via un réseau social. Par ailleurs, sur l'annonce de vente, il ne se trouve pas de numéro d'entreprise ou de numéro d'agrément, sachant que les éleveurs en Belgique doivent avoir un agrément et si jamais c'est un vendeur professionnel ou un éleveur professionnel, a priori, il doit être inscrit à la Banque Carrefour des entreprises. Le prix qui est proposé est extrêmement bas, alors qu'il s'agit apparemment d'un chien racé, ou alors on vous propose une adoption. Ce qu'on vous demande, ce sera de verser un acompte, soit pour réserver l'animal, soit pour des frais, par exemple les frais de vétérinaire, comme j'ai mentionné, ou des frais d'envoi de l'animal si il se trouve à l'étranger ou assez loin en Belgique. Ce qui est possible également, c'est qu'on utilise de manière abusive vos données. Donc, soit on vous demande un acompte et finalement vous ne recevez rien, vous perdez votre argent, soit on va utiliser de manière abusive les données que vous avez communiquées pour bénéficier de l'animal, pour obtenir l'animal. En outre, on va véritablement jouer sur les émotions. Donc l'animal qui est proposé à l'adoption est en danger de mort ou d'abandon. Ils ne savent rien faire. Il y a eu un décès soudain dans la famille ou ils doivent déménager pour des raisons de travail, par exemple. Ils ne peuvent pas prendre l'animal. Il faut absolument qu'il soit adopté très rapidement. Ça peut également des annonces qui proviennent de l'étranger. La Belgique n'est pas non plus extrêmement grande. C'est vrai qu'il y a certains élevages de races qu'on ne peut pas trouver en Belgique et pour lesquels il va falloir effectivement consulter des pays limitrophes. Sur l'annonce elle-même, il y a un nombre restreint de photos. Généralement, l'animal est tout seul et vous ne voyez pas la portée avec, ou parfois vous pouvez les porter, mais vous ne voyez pas de photos de la mère. Et en outre, on vous indique qu'il est absolument impossible de venir visiter l'animal avant de l'adopter. Même si vous offrez de faire les 300 km de déplacement, c'est impossible que vous voyez l'animal avant de l'avoir adopté ou avant d'avoir fait payer les frais. Nouveau, ce sont le type d'indices qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Il y a un problème avec cette proposition. Comment pouvez-vous éviter de tomber dans ce type de piège? Premier élément, si vous envisagez d'adopter un animal ou d'acheter un animal de race, utilisez un site spécialisé agréé avec des éleveurs sérieux. Vérifiez également la légitimité du site que vous avez trouvé. Donc, je vous ai indiqué comment vérifier la qualité du nom, depuis quand le nom de domaine existe. Faites une recherche indépendante sur la réputation de ce site ou de ce vendeur ou de cette personne sur Internet. Ici, vous avez un lien, c'est malheureusement seulement au Royaume-Uni, mais ça est une fondation qui a été mise en place au Royaume-Uni où ils signalent les sites et les annonces d'arnaque aux animaux parce que, effectivement, je vous l'ai dit, c'est un phénomène qui a eu une grande popularité, entre guillemets, au Royaume-Uni récemment. Je lui ai dit, il n'y a pas beaucoup de photos disponibles, donc ne vous fiez pas à une seule photo. Demandez à recevoir des photos complémentaires, de préférence avec au moins un des deux parents et avec la portée. Et si possible, voyez également l'évolution. Les jeunes animaux, en quelques semaines, peuvent fortement évoluer. Donc, essayez d'obtenir des photos qui montrent cette évolution. Vérifiez également la provenance des photos. Comme pour les produits contrefaits, faites une recherche par image pour voir si la photo n'a pas été
voler d'un autre site. Ce qui est possible aussi, c'est que si jamais vous utilisez par exemple la photo des huskies que je vous ai montré ci-dessus, vous allez immédiatement tomber sur des signalements d'arnaque. Donc comme ça, vous serez averti avant d'être tombé dans le piège. Évitez toujours de payer quoi que ce soit avant d'avoir pu rencontrer l'animal en réalité. Il est vrai que parfois, il se trouve à l'étranger, je vous l'ai dit, il y a des élevages qui ne se trouvent qu'à l'étranger, mais évitez absolument de devoir payer avant d'avoir pu rencontrer l'animal. Si c'est absolument impossible de vous déplacer ou que la personne se déplace et que ça vous paraît légitime, il y a des raisons logiques à cela, tentez d'utiliser un système de paiement qui vont vous permettre de retenir l'argent jusqu'à ce que vous ayez obtenu l'animal. Comme ça, les deux parties sont sûres et vous ne perdez pas votre argent avant d'avoir pu obtenir votre animal. Les autres éléments à vérifier, donc je vais mentionner rapidement. En Belgique, les éleveurs professionnels ou occasionnels d'animaux de compagnie sont obligés d'avoir un agrément. Je souligne que la réglementation relative au bien-être des animaux et à leur élevage, c'est une compétence régionale. Donc consultez les sites des 3 régions qui vous donneront beaucoup plus de détails à ce sujet. Et vérifiez donc à ce niveau, vérifiez que le vendeur dispose de l'agrément. S'il vous donne un numéro d'agrément, tentez de vérifier si les coordonnées du vendeur correspondent avec celles qui sont indiquées pour cet agrément sur le site de la région. S'il s'agit d'un éleveur étranger, évidemment, c'est logique qu'il ne dispose pas d'un agrément belge dans ce cas-là, mais renseignez-vous, il est bien possible que le pays dans lequel se trouve cet éleveur ait également une obligation d'agrément afin de pouvoir faire l'élevage d'animaux de compagnie. Les pays limitrophes en Europe ont souvent des réglementations assez semblables. Donc vérifiez cela, et si c'est le cas, à nouveau, vérifiez si l'agrément correspond à ce qui vous est communiqué. Un élément essentiel, le transport international d'animaux. Il y a des conditions pour faire importer des animaux de pays étrangers. Il y aura un lien sur le PowerPoint qui vous sera envoyé vers le site du SPF Santé où vous verrez qu'il y a toutes les conditions, notamment les vaccins à avoir avant de pouvoir se déplacer. En temps de corona, il y a des conditions encore plus strictes. Il y a eu récemment tout un scandale par rapport à un chat qui avait été ramené d'Amérique du Sud, il me semble, sans avoir le vaccin adéquat. Éviter de tomber dans ce type de problème, même si finalement c'est une offre légitime, ce serait très dommage d'avoir de tels soucis. Enfin, même si ça peut paraître très froid et cruel de le mentionner comme ceci, un animal est un produit aux yeux de la législation. Si vous avez affaire à un vendeur professionnel qui vous propose un animal, il vous propose un produit à distance, le code de droit économique s'applique. Vous disposez donc de la garantie, du droit de rétractation, le vendeur a des obligations d'information et de transparence, il doit vous donner son numéro d'entreprise, il doit donner son agrément, il doit vous indiquer toutes les conditions. Si jamais vous n'êtes pas livré, si jamais vous ne recevez pas l'animal, vous pouvez demander une résiliation complète du contrat et obtenir un remboursement intégral. Si jamais le vendeur vous dit: «Ah mais si l'animal a été livré, c'est vous qui mentez», pas du tout. C'est à lui, en tant que vendeur professionnel à un consommateur, à démontrer qu'il vous a bien livré l'animal promis. Ne vous laissez pas impressionner. Dernier phénomène de fraude qu'on va voir aujourd'hui, la fraude à l'identité. Donc ça, il y a beaucoup de variantes possibles. Donc en fait, c'est dans ce cas-ci, à votre insu, oui, à votre insu, votre identité a été utilisée, votre carte bancaire a été volée ou une photocopie de celle-ci a été subtilisée et elle est utilisée ensuite pour ouvrir des comptes bancaires, pour ouvrir des prêts, pour demander des cartes de crédit, pour ouvrir de faux profils sur les médias sociaux. Et tout à coup, tout ceci se déroule à votre insu jusqu'au jour où vous recevez des factures pour des biens ou des services que vous n'avez jamais demandés, ou vous recevez des lettres d'avocat, de bureaux de recouvrement, d'huissier de justice ou de services publics à propos de faits ou de demandes que vous n'avez jamais émises. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous recevez, par exemple, on a eu un cas, une personne avait reçu 3 cartes bancaires auprès de banques auprès desquelles elle n'avait jamais effectué aucune démarche. C'était un signe que son identité avait été utilisée pour ouvrir ses comptes bancaires. Donc, il faut absolument réagir dans ce type de cas. Ce que vous pouvez également voir, c'est éventuellement des dépenses étranges, inconnues de votre part, sur votre extrait de compte ou sur l'état des dépenses de votre carte de crédit. Ou encore, vous-même, vous demandez une nouvelle carte de crédit ou vous demandez un prêt et elle vous est refusée car votre nom est inscrit sur la liste noire auprès de la Banque nationale.
alors qu'à votre connaissance, vous n'avez aucun crédit ou vous en avez un, mais il est parfaitement en règle et vous avez les moyens de le payer. À nouveau, c'est un indice que probablement votre identité a été utilisée. Ce qui est possible également, c'est que ces comptes bancaires ouverts à votre nom sont utilisés pour commettre d'autres fraudes et vous allez recevoir en fait une convocation, par exemple de la police ou devant la justice, suite à un phénomène de fraude où votre nom est en fait associé parce que votre identité a été utilisée. Ce qui peut être assez stressant, probablement pour vous, malheureusement. Comment éviter que votre identité soit ainsi subtilisée? Premier élément, premier réflexe à avoir, conservez vos documents d'identité dans un endroit certain. Définissez un endroit où se trouve votre carte d'identité et ne doit pas en bouger. Un ou deux endroits. Par exemple, personnellement, ma carte d'identité se trouve dans mon portefeuille ou dans mon ordinateur puisque j'en ai besoin pour m'identifier pour le travail. Elle est à un de ces deux endroits, elle ne se trouve jamais ailleurs. Définissez un ou deux endroits comme ceci et ne la déplacez plus jamais. Sécurisez également vos comptes sociaux ou vos comptes bancaires, etc., avec une vérification en deux étapes. Demandez à ce que vérification, par exemple, par votre carte d'identité ou par un mot de passe, et ensuite que vous receviez un SMS avec un code à utiliser. C'est préférable. N'envoyez pas inutilement ou aveuglément des copies de votre carte d'identité. Réfléchissez. Est-il vraiment utile que cette personne dispose d'une copie de ma carte d'identité? Est-ce que je suis certaine de l'identité de cette personne? Faites particulièrement attention au phishing. Vous avez cliqué sur un lien, vous avez entré vos coordonnées, et puis vous n'avez plus de nouvelles, par exemple, du concours auquel vous pensiez avoir participé. Il y a potentiellement quelque chose de bizarre. Ayez le réflexe de vérifier ce que vous avez fait. Vous avez potentiellement été victime d'une tentative de phishing. Soyez attentif. Ne confiez évidemment jamais vos données personnelles à quelqu'un que vous n'avez pas rencontré en vrai. C'est ce qu'on dit, pas rencontrer un vrai. C'est vrai qu'il a le tempérament Covid. On va dire quelqu'un dont vous n'êtes pas absolument certain qu'elle existe et de son identité et de sa qualité et de pourquoi elle vous demande ces données personnelles. On comprend que les rencontres physiques en ce moment sont parfois compliquées. Et enfin, soyez également, je l'ai déjà mentionné, prudent avec vos données personnelles sur les médias sociaux. Ne les communiquez pas à n'importe qui, ne les introduisez pas dans n'importe quel formulaire. Il y a des concours certainement intéressants, mais est-il vraiment utile que vous participiez à ce concours? Ce concours paraît-il vraiment sérieux et provenir de l'entreprise qui prétend le publier? Voilà, ça c'était pour les phénomènes de fraude à l'identité et ça conclut les différents phénomènes de fraude qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, sachant que comme je l'ai mentionné, je pense en début de webinaire, ce n'est pas une liste exhaustive malheureusement. Il y a encore d'autres phénomènes de fraude à la consommation, mais on a fait une sélection de ceux qui nous semblaient particulièrement importants et pertinents pour aujourd'hui. Que faire? Quel réflexe avoir si vous avez été victime d'une fraude, d'un des phénomènes de fraude que je viens de présenter? Premier élément, en fait, si vous avez communiqué vos données bancaires, premier réflexe, appelez CardStop. Immédiatement, appelez CardStop pour bloquer votre compte. Mieux vaut que ce soit une fausse alerte et que vous deviez débloquer votre compte plutôt que vous ne le fassiez pas et que votre compte se retrouve totalement vidé. Donc, appelez CardStop. Le numéro est inscrit ici. Je suis certaine que vous avez des numéros de contact dans votre GSM que vous n'avez plus appelé depuis des années. Pourquoi ne pas insérer CardStop parmi ces numéros qui, a priori, ne serviront jamais à rien, mais on ne sait jamais quelque part. Si jamais vous avez effectivement perdu de l'argent, que vous ayez payé pour quelque chose et vous réalisez que c'est une escroquerie ou que vous n'ayez pas volontairement payé, mais vous constatez qu'il y a eu des débits non autorisés sur votre compte, prenez contact immédiatement avec votre établissement bancaire. Si le paiement est suffisamment récent, ils vont peut-être pouvoir le bloquer. Même si le paiement, même s'ils ne peuvent plus le bloquer, ils vont pouvoir prendre contact avec l'établissement bancaire du bénéficiaire et leur signaler la fraude et tenter d'obtenir un remboursement par cette voie-là. Ce qu'il faut également savoir, c'est que sous certaines conditions, il est possible que votre banque elle-même doive vous rembourser ce que vous avez perdu lorsque vous avez été victime de fraude. Il faut une tentative de phishing, il faut qu'elle n'ait pas été détectable auparavant et il faut que vous ayez respecté les conditions d'utilisation de vos méthodes de paiement. Vous pouvez recevoir toutes ces informations, mais notamment consulter Ombudsfin, donc l'ombudsman des services financiers, qui va vous permettre d'obtenir toutes les informations par rapport à la possibilité éventuelle d'obtenir un remboursement parce que vous avez été victime d'un phénomène de fraude. Enfin, cette déclaration également auprès de la zone de police locale. Si vous avez effectivement perdu de l'argent, c'est toujours utile de le mentionner à la police. Et
réellement. Enfin, bien que ce se trouve au tout début de slide, faites un signalement via le point de contact du SPF Économie. Le lien se trouve ici sur le slide. Je l'ai mentionné en dernier parce que si jamais vous faites une déclaration auprès de la zone de police locale, il est toujours utile que vous communiquiez une copie de votre déclaration ou la référence de votre déclaration à la police lorsque vous faites votre signalement auprès du SPF. Ça facilite pour nous en fait les liens par la suite pour les enquêtes. Si on fait une enquête parallèle à la police, c'est plus facile pour nous d'établir les liens. Que vous pouvez vous également faire, le cas spécifique de la fraude à l'identité. Premier élément, vous pensez avoir que vos données personnelles ou vos mots de passe ont été interceptés, changez les mots de passe de tous vos comptes immédiatement. Rassemblez les preuves. Si jamais vous pensez que si jamais vous constatez que qu'il y a des faux profils qui ont été établis en votre nom, prenez des screenshots de ces différents faux profils. La personne qui avait reçu des cartes bancaires alors qu'elle ne les avait pas demandées, bah, elle a conservé ses courriers, comme ça elle pouvait nous les communiquer pour démontrer qu'il y avait eu une demande qui n'avait pas été, qui n'émanait pas réellement d'elle. Et également, prévenez absolument tous vos contacts, particulièrement pour les faux profils ou si votre adresse email a été interceptée. Les fraudeurs vont probablement tenter d'utiliser votre identité pour ensuite arnaquer vos propres contacts. Donc, prévenez-les le plus rapidement possible. Si jamais vos documents d'identité ont été volés, appelez immédiatement DocStop. C'est un service qui est peut-être un peu moins connu que CardStop, mais c'est la même logique. Ça permet de bloquer votre carte d'identité. Une fois que que vous avez appelé donc, au numéro qui est indiqué sur le slide, votre carte d'identité ne pourra plus être utilisée pour ouvrir des cartes bancaires, obtenir de nouveaux crédits, etc. Ensuite, allez faire une déclaration auprès de la zone de police locale et grâce à cette déclaration, vous allez pouvoir demander de nouveaux documents d'identité à votre commune. Enfin, à nouveau, si vous avez été victime d'un vol ou d'un phishing de votre carte bancaire, CardStop, votre banque, la zone de police locale, le point de contact du SPF Économie. C'est méthodologique. Voilà, ceci conclut un peu tous les phénomènes de fraude que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Je vais faire un petit clic, on va passer au quiz de clôture pour voir si vous avez été attentif et si je n'ai pas parlé trop vite. Première question. La première question, à qui ne devez-vous jamais envoyer de copie ou de photo de votre carte d'identité? Vous avez 30 secondes pour répondre. Il y a plusieurs réponses possibles. Donc, vous ne devez jamais l'envoyer à votre établissement bancaire, à votre employeur, à un vendeur sur un site de petites annonces qui souhaite vérifier votre identité, à votre médecin traitant ou à un notaire. Ça, je ne l'ai pas dit expressément, mais j'ai dit c'est le type d'élément auquel il faut être particulièrement attentif et réfléchir avant d'envoyer une photo de votre carte d'identité à quelqu'un. Voilà, le temps est écoulé. La bonne réponse, en attendant que les résultats sortent, ce sont les vendeurs sur un site de petites annonces, évidemment, qui a priori n'ont absolument pas besoin d'une copie de votre carte d'identité, et également à votre médecin traitant. Ça peut paraître un peu plus surprenant, mais s'il peut lire votre carte d'identité lorsque vous êtes présent, il n'est pas du tout utile qu'il ait une copie de celle-ci dans ses dossiers, donc ne l'envoyez pas. Je vois ici dans les sondages, donc dans les résultats des sondages, il y a plusieurs personnes qui ont effectivement eu les bonnes réponses, mais il y a beaucoup de personnes ont bien compris qu'un vendeur sur un site de petites annonces, il ne faut pas l'envoyer. Ça paraît relativement évident, effectivement. Et je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui pensaient qu'on pouvait l'envoyer à un médecin traitant. C'est certes une personne de confiance, ça ne veut pas dire qu'il a besoin d'une copie de votre carte d'identité dans ses dossiers. Et je vois que ouais, tout ça c'est bon. Question suivante. Pardon. Voilà, question suivante. Vrai ou faux? Le simple fait de participer à une vente pyramidale n'est absolument pas punissable. Vous avez à nouveau 30 secondes pour répondre à cette question. Est-ce que le fait que vous ayez été victime d'un piège à une vente pyramidale est punissable pour vous-même? Le délai est écoulé.
En attendant que le résultat du sondage apparaisse, la bonne réponse, c'est faux. Je l'ai dit, c'est tant la création que l'exploitation, mais aussi la participation et la promotion d'un système pyramidal sont fonctionnables. Ou maintenant que je vous le dis, j'ai peut-être oublié. Je vous le dis maintenant, si j'avais oublié, c'est effectivement un élément sanctionnable au même titre que celui qui a créé le système pyramidal. Les sanctions sont très lourdes, c'est de 4 000 à 800 000 euros d'amende pénale et ou un emprisonnement, simple participation. Bien entendu, le juge tiendra compte du niveau de participation lorsqu'il envisagera éventuellement de condamner, mais il est essentiel que vous en soyez conscient. Je crois qu'il y a 10 personnes qui n'étaient pas encore au courant, mais vraiment, soyez très prudents à ce niveau-là. Enfin, vrai ou faux, si vous achetez un produit de contrefaçon sans le savoir, vous ne risquez aucun préjudice financier, à part le fait que le produit que vous avez acheté sera détruit ou le fait que ce n'est pas le produit que vous souhaitiez effectivement obtenir. Vous avez à nouveau 30 secondes pour répondre vrai ou faux. Ah, le temps est écoulé. La bonne réponse, c'est effectivement faux. Si les autorités, pardon, voilà, si les autorités interceptent ou détruisent un produit de contrefaçon, le titulaire de la marque peut vous adresser une facture pour les frais qui ont été engendrés pour la destruction de ce produit, bien que vous-même ayez quelque part victime de la personne qui vous a vendu cette contrefaçon. Raison de plus pour être prudent, et je vois que la plupart des gens avaient effectivement correctement répondu. Dernière petite remarque, en fait, ce sont des liens vers des sites qui sont très utiles avec des informations complémentaires sur les phénomènes de fraude. On a eu une campagne il y a récemment qui a été développée, éviterlespièges.be. Vous avez le lien ici qui vous présentera encore des informations complémentaires. Trop beau pour être vrai, c'est que ça ne l'est pas. Slogan par lequel il faut vivre lorsque vous faites des achats sur Internet. Et enfin, ce qu'on vous invite également, c'est à consulter la page Facebook Marnac, petite autopromotion. Donc, il y a bien une page Facebook du SPF Économie sur laquelle vous pourrez régulièrement trouver des tips et des infos. Mais cette page Facebook Marnac est véritablement consacrée en fait à l'avertissement de phénomènes de fraude dont on a connaissance. Si on reçoit beaucoup de signalements par rapport à une entreprise ou par rapport à une fausse entreprise a priori ou par rapport à un phénomène, on va publier un message d'avertissement avec quelques tips pour le reconnaître et pour éviter de tomber dans le piège et comment réagir. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Voilà, donc maintenant j'ai fini avec ma petite présentation. On va passer à la session de questions-réponses. Voilà, il faut juste que je parvienne à les voir. Première question que je vois, quelle est la différence entre le multi-level marketing et la vente pyramidale? Donc, effectivement, c'est une question très intéressante et très utile, et c'est effectivement une différence qui est très difficile. La différence se situe dans la nuance, et lorsqu'il y a un signalement, l'inspection va devoir analyser de manière approfondie le dossier. Le critère, c'est que globalement, le multi-level marketing, ou la vente à plusieurs niveaux, ça va être les profits réels de ce système proviennent effectivement de la vente des produits ou de la consommation des produits, pas tellement du parrainage. Tandis que la vente pyramidale, à l'analyse, on va réaliser que les produits, quelque part, peu importe, c'est une excuse pour obtenir des frais des gens et les profits proviennent réellement de l'introduction de nouveaux membres dans le système. C'est assez nuancé et effectivement, ça demande une analyse chaque fois très approfondie du dossier. Deuxième question que je vois, avez-vous droit à une garantie si votre chien décède 2 mois après l'achat? Donc, je l'ai mentionné. Ça dépend tout d'abord, est-ce que vous l'avez acheté à une entreprise ou à un particulier? Si vous avez eu affaire à une entreprise, comme je l'ai mentionné, le code de droit économique s'applique de manière intégrale. Donc, effectivement, la garantie légale s'applique. Si votre mon chien est décédé, je fais jouer la garantie. Malheureusement, a priori, une fois qu'il est décédé, il ne pourra plus être rétabli, réparé en nature, malheureusement, et donc vous pourrez obtenir un remboursement de ce que vous avez payé pour l'obtenir. Éventuellement, n'attendez pas en fait qu'il soit décédé. Si jamais votre
chien tombe malade peu de temps après que vous l'ayez acheté, vous pouvez également faire jouer la garantie et demander aux vendeurs professionnels de couvrir les frais de vétérinaire pour cette maladie. Enfin, si, comme j'ai dit, vous pourriez avoir eu affaire à un particulier. Si c'est un particulier qui vous a vendu l'animal, le code de droit économique ne s'applique pas, mais il n'empêche que c'est un contrat de vente au sens du code civil. Le code civil prévoit également des protections pour les parties au contrat. Notamment, il y a la garantie des vices cachés. Cette garantie des vices cachés implique que si jamais le vendeur savait que le chien était malade ou qu'il avait un risque très probable de tomber malade parce qu'il avait une maladie congénitale et qu'il ne vous en a rien dit, eh bien c'est un vice caché pour lequel vous pouvez vous retourner contre votre vendeur, bien qu'il soit particulier, et demander qu'il couvre les frais de vétérinaire. Malheureusement, si c'est déjà trop tard, qu'il vous rembourse ce que vous avez payé pour obtenir l'animal. Donc ce n'est pas parce que c'est un particulier que vous n'avez aucun droit. Donc voilà, je vois que c'est tout pour les questions. Il y avait une dernière question, mais effectivement, les attestations, je ne sais pas non plus, donc on va revenir vers vous avec cette information. Je vous laisse encore 5 secondes pour tenter de poser une question. Et si on n'a pas de questions, cela conclut le webinaire. J'espère que vous avez obtenu suffisamment d'informations dans la série de webinaires donnés par le SPF. Celui-ci était le dernier pour l'instant. Une prochaine session sera organisée en ligne ou en physique. Ça dépendra entièrement du Covid. On verra comment ça se passera. Si vous avez encore des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer par email. Vous avez ici deux adresses email, moi-même ou mon collègue Martin. Et voilà, on reste entièrement à votre disposition. Je vous remercie beaucoup de votre attention et d'avoir suivi ces webinaires et je vous souhaite une excellente journée.